Bonjour à tous, bonjour aux personnes avec nous en ligne. C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Michel Boivin, professeur à l'École de psychologie de l'Université Laval et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en développement de l'enfant. Alors, le professeur Boivin dirige un programme de recherche interdisciplinaire qui vise à comprendre l'interface des dimensions biologiques, psychologiques et sociales dans le développement du jeune enfant. Il a d'ailleurs joué un rôle central dans la création de grandes études longitudinales populationnelles au Québec, dont l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec et l'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec. Donc, des cohortes de naissance qui ont permis la réalisation de projets de grande envergure, portant entre autres sur les processus développementaux et les interactions gène-environnement liées au développement cognitif, émotionnel et social, comme les expériences d'adversité avec les pairs, les relations sociales, les comportements d'agressivité, pour n'en nommer quelques-uns. Le professeur Boivin est aussi membre de la Société royale du Canada. Parmi ses nombreux accomplissements et distinctions, on peut compter plusieurs millions de fonds de recherche, donc 30 millions de fonds de recherche, 400 articles publiés, chapitres de livres dans des revues internationales et plus de 33 000 citations, ce qui fait du professeur Boivin non seulement un chercheur chevronné, mais aussi l'un des chercheurs les plus influents en développement de l'enfant. Mais de manière plus importante et sur une note plus personnelle, j'aimerais souligner le mentorat et la formation de grande qualité qu'il a offerte et qui ont permis une relève scientifique au Québec et au Canada dont on peut être fier. On parle ici de plus de 80 étudiants gradués à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat, dont 27 sont devenus professeurs à l'université et 5 sont aujourd'hui titulaires d'une chaire de recherche du Canada, dont je me considère privilégiée d'en faire moi-même partie. Alors, merci beaucoup, Michel, pour ces années de mentorat et pour ta générosité. Alors, veuillez maintenant accueillir chaleureusement avec moi le professeur Michel Boivin. Merci, Gabriel. C'est toujours un petit peu gênant de recevoir tous ces éloges. Un petit peu biaisé, bien sûr, parce que c'est une de mes anciennes étudiantes. Et puis, il y a aussi, je suis très heureux de voir Jean-Pascal, qui a aussi travaillé avec moi il y a, mon Dieu, une vingtaine d'années maintenant, presque. Ouais, le temps passe vite. La dernière fois que je suis venu, j'avais été invité par Pierrette Verlaine, qui avait été aussi ma postdoc avec moi, de façon, sur une très courte période de temps. Donc, Pierrette est maintenant à la retraite. Je pense que ça indique c'est peut-être le temps pour moi aussi d'y penser. Alors, donc merci beaucoup pour cette gentille introduction. Je vais commencer par vous... Si ça fonctionne, ouais, une image vaut 1000 mots. Ce que j'essaie de vous présenter ici, c'est un peu un programme d'envergure auquel moi je suis associé depuis maintenant plus de 30 ans. Et dans cette diapo, j'ai tenté de capturer les grandes questions de recherche qui sont d'intérêt. Alors, Gabriel vous le dit, on est impliqué dans la conduite de grandes études longitudinales dont je vais parler bientôt. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre, de comprendre le développement humain dans ses grandes lignes, de la naissance, en fait, de la création, jusqu'à la sénescence éventuellement. Donc, on est très ambitieux dans ce sens-là. On s'intéresse aux questions d'éducation, aux questions de santé, aux questions de comportement. Et ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment les trajectoires de développement, définies en termes de différences individuelles, essentiellement, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas le développement normatif, mais comment les trajectoires individuelles de développement se développent et quelles sont les grandes constantes sur le plan des trajectoires et comment ces trajectoires prédisent des outcomes d'intérêt pour nous tous, comme dans la société, sur le plan de l'éducation, sur le plan de la santé, donc le succès scolaire, sur la santé comme telle, mais aussi les comportements, l'adaptation. Et on le fait dans un contexte où biosocial, en sens où ce qui nous intéresse, c'est comprendre l'interface des facteurs biologiques, et entendez ici notamment génétiques, et les facteurs sociaux auxquels nous, avec lesquels on est habitué de travailler. Donc, vous avez ici décrit les grandes lignes de ces grandes questions de recherche. Évidemment, c'est un programme très ambitieux. On n'aborde pas ça globalement, mais on le fait par petits bouts. Donc, on va poser notre intérêt sur, par exemple, comment certaines trajectoires individuelles d'agressivité, d'antisocialité compromettent en quelque sorte le développement ultérieur.
mais on s'intéresse aussi à des questions qui se situent en amont, comment les facteurs génétiques, les vulnérabilités génétiques interagissent avec les facteurs environnementaux typiques que sont l'éducation, les revenus, et comment les relations à l'intérieur de la famille, mais aussi avec les pairs, jouent un rôle dans le développement. Et on le fait donc dans un contexte biologique, dans lequel aussi le grand médiateur de tout ça, évidemment, c'est le développement du cerveau. Donc, ce sont les grandes lignes d'intérêt. Je vous ai dit qu'on s'intéresse au développement de la variabilité individuelle. On le fait dans un contexte populationnel. Ce qui nous intéresse, c'est de décrire le développement dans ces grandes lignes dans la population. Donc, il y a un intérêt, bien sûr, pour les aspects plus cliniques, donc qui vont être un peu à la remorque de ça. Mais les grands échantillons dont je parle sont des échantillons qu'on veut populationnels, représentatifs, ou certainement basés sur des populations pour pouvoir parler pour l'ensemble de la population. On est intéressé au développement, comme je l'ai dit plus tôt, tout au long de la vie. En anglais, on dirait lifelong. Ce qui nous intéresse, c'est depuis le berceau jusqu'à l'âge adulte. On va aussi avoir un intérêt pour des périodes dites sensibles. J'en ai mentionné 2 ici, mais il pourrait y en avoir plusieurs autres, mais notamment la grossesse et la petite enfance. Et ça va aussi diriger notre attention vers certains aspects du développement à ces périodes. Bien sûr, il y a aussi l'adolescence, sur lequel on a aussi beaucoup d'informations. Les objectifs sont des objectifs descriptifs. On va vouloir décrire le développement, on va vouloir aussi le comprendre, et dans un contexte biosocial. Donc, la façon dont on fonctionne depuis maintenant 25 ans, j'ai eu le privilège d'être associé à 2 grandes études longitudinales qui sont menées depuis le milieu des années 95. L'étude longitudinale des enfants du Québec et l'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec. Ce sont 2 études qui sont appareillées, en ce sens que on a été impliqué dans la gouverne, si on veut, de cette étude-là, ou du moins des décisions intellectuelles quant au choix des mesures. Et ce sont des études qui, au départ, on a voulu débuter dès la petite enfance. On parle d'études de naissance, en ce sens que les enfants ont été sélectionnés sur des registres de naissance. L'étude de l'ELDEC est menée par l'Institut de la statistique du Québec, anciennement Santé Québec, maintenant l'Institut de la statistique. Donc, l'Institut est le maître d'œuvre, si on veut, de cette étude. Et nous, on y participe, on utilise aussi les données. Et puis, parallèlement à cette étude, il y a l'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec, qui, dans ses grandes lignes, suit pas mal les caractéristiques de l'ELDEC. Et ce qui caractérise peut-être ces 2 études-là, je vous dirai pourquoi les jumeaux. Évidemment, on peut comprendre comment ça peut être utile d'avoir une étude de jumeaux, intuitivement, mais je vais vous expliquer ce que ça permet de faire aussi sur le plan heuristique. Ce qui caractérise, qui donne un avantage à ces études, c'est la façon dont on a caractérisé la petite enfance. Si vous portez votre attention sur le graphique, vous voyez très bien que on a pris grand soin dans ces études de mesurer le développement dans toutes ses coutures, alors le développement social, le développement affectif, mais aussi le développement intellectuel, éventuellement le suivi à l'école, les relations par enfant, les relations entre enfants, et on a voulu caractériser tous ces aspects-là parallèlement dès l'âge de 5 mois. Et on les suit maintenant depuis 25 ans, donc on a une avalanche d'informations chaque fois qu'on ajoute un temps de mesure, il y a toute une série d'informations qui sont très utiles. Donc, ces enfants maintenant ont 23, 24, 25 ans et on continue de les suivre. Ce que ça permet de faire au tout début, je vais parler du passé récent, les études qu'on a pu mener dans les 10-15 dernières années. Ce que ça permet de faire, d'abord, c'est de décrire le développement. Là, vous avez ce qu'on appelle des trajectoires de développement. Ce qu'on a voulu chercher, c'est identifier des grandes tendances développementales dans les cohortes d'enfants. Alors, on a évalué ces enfants de façon longitudinale, au début par les évaluations de la mère, par la suite par les évaluations du prof. Et ce que nous permet de faire avec un algorithme particulier, là, que je vous décrirai pas ici parce que le temps manque, mais essentiellement, on peut identifier les grands prototypes de trajectoires. Et ce que vous avez devant vous, c'est 4 exemples de trajectoires, de types de trajectoires qui caractérisent les enfants de l'ELDEC et dans les cas précis. Donc, des trajectoires d'agressivité physique, des trajectoires d'hyperactivité, des trajectoires d'anxiété et de dépression et des trajectoires d'anxiété de séparation. Donc,
essentiellement durant la période préscolaire. Et ce qui est typique, c'est qu'on voit dans les quatre types de trajectoires, il y a les trajectoires diffèrent quant à leur amplitude. Il y en a qui sont très stables, d'autres qui sont croissantes. Mais ce qu'on voit apparaître, ce sont des trajectoires qui se distinguent très rapidement les unes des autres. Dès l'âge de 5, 18, 30 mois, les trajectoires sont établies, sont relativement stables. Donc, les différences individuelles apparaissent très tôt et ont tendance à se maintenir. Avec peut-être l'exception de l'anxiété de séparation, où on voit très tôt deux groupes qui sont confondus, mais par la suite vont se développer de façon différente. Alors, cet exemple-là est intéressant parce que montre l'utilité d'avoir une approche par trajectoire, parce que on peut avoir un regard plus différencié sur justement les trajectoires que prendront les différents enfants. Alors, la trajectoire stable et élevée n'est pas tout à fait la même que celle d'enfants qui présentaient l'anxiété de séparation et qui ont, par la suite, on dit techniquement désisté, c'est-à-dire ils ont rejoint la moyenne des autres. On peut le faire, évidemment, à partir des évaluations de comportement, mais on peut le faire ici sur des mesures cognitives, ici la connaissance des nombres. Alors, c'est le travail de Gabriel, le travail de doctorat de Gabriel, dans lequel on a utilisé la connaissance des nombres. On a voulu identifier les trajectoires sur la base des mesures répétées qu'on avait sur 4 temps, à cheval sur l'entrée en milieu scolaire. Et ce qu'on voit très bien, se démarquer un groupe particulier qui semble de façon persistante, même si tout le monde augmente avec le temps, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, on apprend, mais on apprend à des rythmes différents. Et il y a un groupe qui, de façon persistante, est plutôt bas. Donc, on voit très bien que dès la petite enfance, il y a des différences individuelles qui émergent, et ces différences ont tendance à être stables. C'est ce que permet de faire ce genre d'études longitudinales depuis la naissance. Ce que ça permet de faire, c'est d'aller un petit peu plus loin sur le plan de la caractérisation ou de la compréhension du développement. Ce que vous avez ici, c'est une figure qui décrit comment les mesures cognitives qu'on dit fluides à la petite enfance, très tôt, déjà à l'âge de 41 mois, puis ensuite à l'âge de, 73 mois, donc vraiment maternelle, comment ces mesures fluides peuvent affecter, en quelque sorte, les capacités d'apprentissage des enfants qui se traduisent par des apprentissages sur ce qu'on appelle ici les habiletés fluides. Donc, on parlait tout à l'heure de la connaissance des nombres, vocabulaire, mais aussi de façon générale, notions physiques générales. Et on voit qu'il y a une prédiction quand même substantielle de ces différentes évaluations vers le rendement scolaire au niveau primaire. Dès la première année, on est capable d'expliquer avec ces différents types d'évaluations, dans ce modèle séquentiel qui part des mesures fluides vers les mesures cristallisées, puis vers le rendement scolaire, on est capable d'expliquer 60% des différences individuelles. 60%, c'est énorme. On peut déjà identifier très tôt les enfants vulnérables qui vont être vulnérables à l'école. C'est pas une nouvelle, mais c'est quand même intéressant de voir comment cette séquence d'évaluation permet de le faire. Jusqu'à 80%, évidemment, en 6e année, mais on comprend que là, il y a des effets d'autorégression, ce qui fait que quand on est en première année, on a tendance, si on a des bonnes notes, on a tendance à avoir des bonnes notes. Si on a des mauvaises notes, ça va perdurer jusqu'à la 6e année. Et donc, on comprend, ne serait-ce que sur le plan cognitif, l'importance des acquis à la petite enfance. Bon. C'est ce que permet de faire, donc, ces grandes études-là. Maintenant, selon je veux vous parler plus particulièrement, c'est des aspects biologiques génétiques et comment une partie de ces phénomènes sont tributaires aussi de certaines forces et vulnérabilités sur le plan génétique. Alors, on peut le faire de différentes façons. On a voulu le faire d'abord par un modèle de jumeaux. Donc, pour comprendre l'idée des jumeaux, imaginez une paire de jumeaux, ce que ça permet de faire. Vous avez, typiquement, dans une étude comme l'ELDEC, un enfant par famille. Alors, vous examinez les différences individuelles qui reflètent les différences interfamiliales. Mais on n'a pas d'accès à la différence intrafamiliale. Chaque parent qui a plus qu'un enfant sait très bien que les différences intrafamiliales sont énormes. Donc, le premier avantage d'avoir des jumeaux, c'est que ça nous permet de quantifier les différences intrafamiliales. Non seulement les différences interfamiliales, mais les différences intrafamiliales. Donc, c'est vraiment un outil intéressant, uniquement pour cette raison-là. Mais également, les jumeaux viennent si on veut, il y a simplement en deux types.
Il y a les jumeaux monozygotes et les jumeaux dizygotes. Les jumeaux monozygotes sont identiques sur le plan génétique. Les jumeaux dizygotes sont des jumeaux fraternels. Donc, en moyenne, sur le plan génétique, les jumeaux, les fraternels, les frères et les sœurs, partagent en moyenne 50% du bagage génétique. Donc, cette différence sur le plan génétique nous permet de faire un certain nombre d'inférences. Pour vous expliquer, je vais vous donner un exemple. 2 acétates, 3 acétates qui vont vous permettre de comprendre ce que permet de faire le modèle de jumeaux. Ce que vous avez devant vous, c'est essentiellement une colonne qui décrit une corrélation. On dit une corrélation intraclasse. Essentiellement, c'est une corrélation entre les jumeaux d'une même famille. Imaginez, vous avez les 400 ou 500 familles de jumeaux que l'on suit. On les a évalués lorsqu'ils étaient en maternelle. On a demandé aux professeurs d'évaluer leur conduite agressive. On a demandé aux pères, PAIRS, là, les autres enfants, par sociométrie, d'identifier les enfants qui étaient aussi agressifs. On a utilisé un score général et on a calculé la corrélation entre jumeaux pour toutes les familles. Puis on a une corrélation d'environ 0,47. Pas d'environ, de 0,47. Donc, ce qu'on voit, c'est que si un enfant est jugé agressif dans une famille, son co-jumeau l'est aussi, a tendance à l'être. C'est ce que ça permet de faire, donc de quantifier l'importance de la similitude intrafamiliale. Ce que l'étude de jumeaux, que le modèle de jumeaux permet de faire, c'est de faire ceci. C'est-à-dire de ségréguer, si on veut, de distinguer la similitude chez les monozygotes et chez les dizygotes. Et c'est cette poignée qu'on a sur la variabilité génétique. Voici des jumeaux qui sont identiques sur le plan génétique et d'autres qui sont 50% en moyenne identiques sur le plan génétique. Cette différence de 50%, on peut voir dans quelle mesure elle joue pour la similitude. Et ce qu'on voit ici, c'est que il y a une très grande différence à la hauteur de 0,34, entre 0,33, entre les jumeaux, la similitude des jumeaux monozygotes et la similitude des jumeaux dizygotes. Et cette différence est celle qu'on pourrait attribuer aux facteurs génétiques. C'est la logique du modèle de jumeaux. Il y a beaucoup de choses à dire sur les postulats des modèles de jumeaux, les limites potentielles de ce type de modèle, mais globalement, c'est la logique de l'utilisation des modèles de jumeaux. Donc, c'est un outil très puissant pour évaluer, en quelque sorte, l'origine, l'étiologie génétique environnementale des phénotypes d'intérêt, comme par exemple ici l'agressivité. Donc, ce différentiel-là, pour les prochaines acétates, gardez toujours un œil. Chaque fois que vous avez un différentiel, ça indique qu'il y a possiblement le rôle de facteur génétique. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que si on fait un calcul quantitatif, je vous épargne encore là les algorithmes mathématiques, mais essentiellement, ce que ça nous dit, une telle information, c'est que lorsqu'on examine l'agressivité dans un modèle de jumeaux, on peut dire que la similitude intrafamiliale, elle est essentiellement expliquée par une similitude génétique. Les facteurs environnementaux, c'est représenté par le A ici, pour Additive Genetic Variance. 60% de la variance observée dans l'échantillon peut être attribuée à des facteurs génétiques. Ce qui est propre à la famille, indépendamment des facteurs génétiques, c'est 0. Donc, l'appartenance à la famille, indépendamment des facteurs génétiques, ne semble pas jouer. Les facteurs génétiques uniques jouent, donc les différences entre par exemple, les monozygotes ne sont pas tout à fait identiques. Donc, il y a environ 40% de variance qui serait due à l'environnement. Mais l'environnement crée des différences. C'est un peu comme si l'environnement crée des différences entre les enfants d'une même famille, plutôt que de favoriser la ressemblance. Ce qui semble favoriser la ressemblance, c'est les facteurs génétiques, les vulnérabilités génétiques, qu'on pourrait dire. Donc, évidemment, quand on observe ce genre de résultats-là, on est un petit peu frappé par ce genre de résultats parce que ça met en cause un peu les modèles qu'on a sur le développement de l'agressivité. Donc, je vous laisse là-dessus, je ne veux pas épiloguer, mais c'est quand même un élément dont on devrait prendre compte. Évidemment, on pourrait poser la question, est-ce que c'est un résultat fortuit? Il y a au moins une grande étude, la mère de toutes les méta-analyses de jumeaux, qui a été publiée en 2015, dans laquelle on a recensé, je pense que c'est près de 3000 publications, et on a fait une méta-analyse des effets génétiques, des effets ACE génétiques, des effets liés à l'environnement partagé et les effets liés à l'environnement unique. Et la conclusion, c'est que globalement, pour l'ensemble des phénotypes cognitifs, social, affectifs, éducatifs,
on observe généralement une héritabilité, c'est-à-dire un rôle des facteurs génétiques qui est estimé à près de 50%. Donc, c'est pas un hasard. Ce qu'on a observé, c'est probablement en accord avec ce que des décennies d'études de jumeaux ont montré. Donc, c'est une étude qui est quand même intéressante pour montrer que, oui, les facteurs génétiques semblent jouer un rôle important. De quelle nature est ce rôle? Ça reste à définir, parce que le modèle est relativement simple. On a simplement un partage de variances, de différences individuelles entre différentes classes de sources d'informations. Ce qui devient plus utile, parce que dans le fond, on veut comprendre le développement, c'est d'aller au-delà de cette notion d'héritabilité, parce qu'on n'a pas appris grand-chose qu'on dit 50% est génétique et le reste est environnemental. Donc, ce qu'on veut, c'est se servir des modèles de jumeaux pour mieux comprendre le rôle de l'environnement, le rôle des interactions gènes-environnement dans le développement. Et donc, on peut le faire pour examiner le processus de développement, mais aussi les transactions gènes-environnement dans le développement. Un exemple, c'est que je vous présente ici. On s'est intéressé beaucoup à la question des difficultés interpersonnelles. Et dans les difficultés interpersonnelles, il y a ce qu'on appelle la victimisation, c'est-à-dire le fait que certains enfants, dans les classes, vont être la cible plus fréquemment que d'autres de comportements négatifs de la part des autres. On a mesuré cette chose-là par des entrevues sociométriques. Et ce qu'on a fait, c'est simplement appliquer le modèle de jumeaux, l'analyse de jumeaux, à cette variable qui est en fait pas une caractéristique de l'enfant, mais une caractéristique de son expérience sociale. Et ce qu'on observe, c'est que depuis la maternelle jusqu'en première année, puis en quatrième année, on voit très bien s'établir un différentiel entre monozygote et dizygote qui laisse entendre qu'il y aurait des facteurs génétiques qui seraient impliqués. Bien sûr, les facteurs génétiques vont pas avoir une influence sur l'environnement de façon directe, ça doit passer par les caractéristiques de l'enfant. Donc, en faisant ce genre d'analyse, on peut aller plus loin et essayer de comprendre les caractéristiques de l'enfant qui jouent un rôle possiblement sur la probabilité qu'un enfant soit victimisé. Ça nous signale le fait qu'il y a des caractéristiques propres à l'enfant, et on a montré dans un autre article que ces caractéristiques sont en fait des caractéristiques d'agressivité réactive, d'hyperactivité, d'irritabilité, qui font que l'enfant va être perçu, du moins dans ses premières années scolaires, plus négativement par ses pairs. D'accord? Alors, c'est un outil, donc, pour comprendre le développement. Alors, c'est pas toujours le cas qu'on observe une irritabilité très forte. Vous avez un profil ici sur la préparation scolaire, une mesure de préparation scolaire, qu'on appelait le lollipop. C'est le travail de Jean Pascal, que j'ai repêché hier, pour montrer comment c'est pas toujours le cas que on va observer ce différentiel entre monozygote et dizygote. Vous avez un profil très différent aussi, sur des apprentissages qu'on fait probablement en milieu familial, et on voit que monozygote et dizygote ici ont des similitudes très fortes. C'est quasiment des tests retests là, au niveau de corrélation, on est presque à 0.8. Donc, les deux jumeaux d'une même famille se ressemblent sur le plan de la connaissance, notamment des chiffres et des lettres, qui sont des éléments importants, et indépendamment des aspects génétiques. Il n'y a pas vraiment un très fort différentiel entre monozygote et dizygote. Donc, on voit que sur certaines variables qui relèvent plus de ce qu'on pourrait appeler des habiletés cristallisées, il y a vraiment un profil très différent qui émerge. Maintenant, est-ce que ce profil-là joue sur le plan de la prédiction de ce qui vient par la suite? Ben, c'est là que c'est intéressant. C'est le travail d'un de mes étudiants récemment sur lequel on travaille pour la publication, dans lequel on a fait ce calcul de différence entre monozygote et dizygote, calcul de différence de similarité, monozygote versus dizygote, où on voit très bien, si vous regardez la première colonne, Preschool Crystallized Ability. Essentiellement, c'est un ensemble de mesures cristallisées qu'on a additionnées les unes aux autres pour arriver à un score général. Vous voyez donc, encore là, on voit cette similitude, cette égalité de similitude entre monozygote et dizygote. Donc, il ne semble pas y avoir beaucoup de facteurs génétiques qui jouent. Mais regardez, dès qu'on entre à l'école, ce que vous avez, c'est le résultat scolaire tel que rapporté par le professeur en première, troisième année, quatrième année, cinquième année. C'est un score général. Donc, on s'est fié sur l'évaluation du prof. On voit émerger un différentiel croissant sur le plan génétique.
C'est un peu contre-intuitif, parce qu'on se dit, ben, il me semble que l'environnement scolaire devrait jouer. Mais en fait, l'environnement, ce qui se passe, de mon interprétation, c'est que au préscolaire, vous avez des variations interfamiliales importantes. Parce que les familles vont exposer les enfants de façon différentielle. Mais dès que vous rentrez à l'école, vous rentrez dans un curriculum qui est beaucoup plus structuré. Les enfants vont tous être exposés, en quelque sorte, au même genre de stimulation. Ne serait-ce que par le curriculum. Et c'est là qu'en uniformisant, c'est pas que l'environnement n'est pas important, les enfants font des apprentissages. Mais en uniformisant l'environnement, ils vont le faire à des rythmes différents. Ils vont avoir des rendements différents. Donc, c'est cette idée que tout est relatif, là. Si vous avez un environnement uniforme, ben, les différences individuelles vont plus être influencées par des facteurs génétiques. À l'inverse, imaginez, on le fait d'ailleurs dans des modèles de jumeaux, les monozygotes qui sont identiques sur le plan génétique, ben, tout ce qui les différencie devient lié à l'environnement, est nécessairement lié à l'environnement. Donc, il faut comprendre que ces évaluations sont toujours assez relatives. Mais ils nous informent quand même sur les processus impliqués. C'est peut-être une bonne nouvelle qu'on observe cette irritabilité croissante. C'est signe que sur le plan des environnements, ben, les enfants sont exposés aux mêmes environnements et semblent possiblement en tirer les mêmes bénéfices. On peut aller plus loin, mais je vais passer rapidement parce que le temps court. On peut aussi s'intéresser à dans quelle mesure les facteurs génétiques mesurés à un temps vont aussi jouer sur les temps subséquents. On peut donc départager sur le plan longitudinal les sources d'influence génétique et environnementale selon le même modèle ACE. Donc, c'est l'analyse, au lieu d'être ponctuelle à des moments précis, on le fait de façon longitudinale. Et ce qu'on observe ici, un peu attendu, c'est que les facteurs génétiques modérés qui influencent les habiletés cristallisées semblent jouer aussi pour le succès scolaire ultérieur. C'est pas une bonne nouvelle, mais ce qui est intéressant, c'est que une fois ça pris en compte, on observe aussi que les facteurs liés à l'environnement commun, donc liés à la famille, qui sont importants sur le plan des habiletés cristallisées, comme on l'a vu, mais ils se projettent aussi de façon longitudinale. Donc, les acquis que l'enfant a fait, déjà au préscolaire, à l'intérieur des familles, ben, ces acquis-là deviennent importants, et c'est des acquis qui sont liés à l'environnement auquel ils ont été exposés. Donc, c'est une démonstration de l'importance de l'environnement en contrôlant de l'environnement partagé, donc l'environnement qu'on peut présumer familial, en contrôlant pour les facteurs génétiques. C'est ce que nous permettent de faire les études de jumeaux. Bon. Alors, le temps file, mais je veux certainement vous parler des nouvelles opportunités qui sont offertes par la génétique moléculaire. Ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est les avantages d'avoir un modèle de jumeaux, ce que le modèle de jumeaux nous permet de faire sur le plan heuristique pour comprendre le développement. Mais les modèles de jumeaux restent quand même assez aveugles. On ne mesure pas les facteurs génétiques directement. Ce qu'on mesure, c'est ça nous prend les jumeaux, puis on peut calculer la similitude entre jumeaux et on infère des influences génétiques, on infère des influences environnementales à partir de ce modèle-là. C'est un modèle quantitatif. Ici, maintenant, on peut mesurer les gènes depuis une vingtaine d'années et on a tenté de le faire de différentes façons. Alors, je vous rappelle brièvement les éléments importants qu'il faut peut-être retenir pour mettre un peu tout le monde au même niveau. On parle de l'ADN, en quelque sorte, qui est une longue chaîne de nucléotides, qui est, pour l'essentiel, 99,9% de notre ADN est le même chez la plupart des humains. Donc, une variation, l'ADN varie, quelques éléments de l'ADN varient, et ce pourcentage est de l'ordre de 1 sur 1000. Donc, 1 sur 0,1% de votre ADN est variable. 0,1% de notre ADN humain est variable et est responsable, en quelque sorte, de tous les phénotypes qu'on peut observer. En partie responsable. Donc, la variabilité génétique, elle est quand même réduite. Mais c'est cette variabilité génétique qui nous intéresse ici. Il y a différentes sources de variabilité, mais les plus simples, c'est celle des bases, ce qu'on appelle les SNP, des bases simples qui composent l'élément d'information qui est transmis lorsqu'il y a multiplication de l'ADN, soit par méiose, soit par mitose. Donc, l'autre chose importante à retenir, c'est que l'ADN
il y a énormément d'informations sur une chaîne d'ADN, mais seulement une très petite partie, 2%, est exprimée dans ce qu'on reconnaît des gènes. Donc, une grande partie de l'ADN est inconnue encore. On ne sait pas exactement quelle est sa fonction. On a pu identifier environ 2% de l'ADN chez les individus qui a un rôle fonctionnel. Donc, essentiellement, la synthèse des protéines, on s'entend là-dessus, mais qui, par chaîne complexe de développement, va conduire à la construction du cerveau, à l'élaboration, à notre capacité d'autorégulation et tout ça. Lorsqu'on parle aussi de facteurs génétiques, il faut faire la distinction entre la structure, l'ADN est une structure qui est relativement invariante, sauf pour quelques mutations qui sont très, très rares. Donc, vous naissez avec votre ADN et vous passez le reste de votre vie avec votre ADN. Maintenant, votre ADN va être exprimé de façon différente. Il y a des règles de méthylation, des règles épigénétiques qui vont venir réguler la façon dont vos gènes sont exprimés. Ce dont je vais parler ici, c'est plus de l'ADN structurel plutôt que de l'ADN tel qu'elle est exprimée. L'autre chose qui est importante de souligner, c'est que toute association dont je vais faire écho ici, c'est de montrer comment l'ADN, des variations d'ADN, sont associées à des variations sur le plan phénotypique. Cette démonstration se fait très bien à l'intérieur des groupes d'individus. Mais on ne peut pas partir de ces différences observées à l'intérieur des groupes pour faire des comparaisons entre groupes. C'est souvent le péché qu'on fait, une grande erreur. Donc, si l'ADN est responsable des variations phénotypiques à l'intérieur des groupes, elle pourrait être grandement responsable à 80% des variations phénotypiques observées à l'intérieur des groupes, mais pour être pas du tout impliquée dans les différences intergroupes. C'est important de ne pas généraliser les variations observées à l'intérieur des groupes à des variations intergroupes. Donc, une fois ça établi, on peut déjà parler de ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années. On a, depuis le décodage du génome humain, il y a une vingtaine d'années, on a tenté, par différentes méthodes, d'identifier certains variants à des phénotypes complexes. Et toute cette série d'études, beaucoup d'énergie a été investie, s'est avéré un échec. On a réussi à certains moments d'identifier un variant particulier ou quelques variants particuliers qui expliqueraient peut-être une très petite part de variance d'un phénotype particulier. Mais généralement, souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on l'observe dans une étude, mais c'est pas répliqué. Donc, une absence totale de réplication. Et on sait maintenant pourquoi. Parce que, parallèlement à cette pléthore d'études qui ont voulu utiliser des gènes candidats pour prédire, on a eu ces approches beaucoup plus systématiques, beaucoup plus quantitatives, pas tellement motivées par des raisons théoriques, où on s'est dit, non, on va mesurer la variation génétique autant que possible, et on va le faire dans de très grands échantillons pour être capable d'associer simplement chaque marqueur, chaque variant observé avec le phénotype particulier. Alors, ces études persistantes, qui sont faites, qu'on appelle les GWAS, Genome Wide Association Studies, ont finalement réussi à identifier une somme de variants génétiques qui nous permettent d'expliquer les phénotypes d'intérêt, la variation observée sur les phénotypes d'intérêt. Alors donc, qu'est-ce qu'un GWAS? Essentiellement, c'est un test d'association dans de très grands échantillons. On parle au début, on disait 10 000, on est allé à 100 000. On parle maintenant de plusieurs millions d'individus qui sont fédérés à l'intérieur d'une grande étude. Souvent, c'est des méta-analyses dans lesquelles on associe un ensemble de marqueurs mesurés, parce que il faut évidemment que tous ces individus aient été génotypés, et une variation observée sur un phénotype donné. Ça peut être la taille, ça peut être le poids, ça peut être le niveau d'éducation. Et c'est particulièrement sur ce dernier qu'on a observé des prédictions intéressantes au cours des dernières années. Donc, ce que ça nous permet de faire, ce que ça nous a permis de conclure, c'est que l'architecture génétique des traits complexes qui nous intéressent, l'agressivité, les capacités intellectuelles, ça peut être des maladies comme le cancer, sont expliquées par un très, très grand nombre de variants simples, des SNP,
qui vont contribuer chacun très faiblement à la prédiction du trait. La réalité de l'étiologie génétique des traits complexes auxquels on s'intéresse, ben, essentiellement, elle est très complexe, mais elle implique un très grand nombre de variants. Donc, on comprend pourquoi, dans les petites études où on a essayé d'associer un variant à un phénotype donné, dans la variation observée dans ce petit échantillon, ben, des fois, par hasard, on observait une association, puis, oups, dans une autre étude qui tentait de répliquer, on n'était pas en mesure de faire. C'est parce que chaque variant, il n'y a pas de variant qui s'explique plus que 0,1% de la variance pour l'ensemble des phénotypes d'intérêt. Donc, aucun gène précis n'explique, ça veut dire donc, aucun gène précis n'explique d'importantes parts de variance des traits complexes. Il faut donc énormément de puissance statistique pour détecter de minuscules effets génétiques. Et maintenant, on y parvient dans les grandes études de GWAS. Ce qui est intéressant dans les GWAS, c'est qu'une fois qu'on a établi cette série d'associations, on peut travailler avec cette série d'associations et tenter de calculer des scores polygéniques. Ces scores polygéniques sont des dérivés des grandes GWAS et qu'on peut utiliser par la suite dans des études beaucoup plus précises, plus réduites. Donc, on importe en quelque sorte la puissance statistique des GWAS pour composer des scores polygéniques sur nos échantillons génotypés, très bien documentés sur le plan du développement, comme par exemple dans l'ELDEC, comme dans l'étude des jumeaux nouveau-nés du Québec. Donc, on peut avoir un outil dérivé des GWAS pour travailler sur la variance génétique et comprendre comment elle peut être impliquée dans la prédiction de phénotypes d'intérêt. Donc, qu'est-ce qu'un PGS ou un score polygénique, si on veut? PGS, c'est pour Polygenic Score. C'est le résultat, c'est très simple, hein? C'est le résultat de l'addition pondérée des effets de centaines de milliers de variants génétiques sur la base d'une GWAS antérieure. Essentiellement, quand une GWAS est publiée, je vais vous en présenter une qui est portée sur 3 millions d'individus, sur la diplomation, sur la réussite scolaire. Et donc, essentiellement, ce que vous avez, c'est à chaque variant, il y en a plusieurs centaines de milliers qui sont identifiés. Chaque variant, on voit dans quelle mesure ce variant est associé, par exemple, à la diplomation, par exemple, à la taille, par exemple, au poids. Puis, on calcule, donc il y a un pondérateur qui vient exprimer, si on veut, la relation entre ce variant et le score prédit, si on veut. Et c'est ce pondérateur qui vient utile. Ce pondérateur est d'autant plus juste que la puissance statistique est présente. Donc, lorsqu'on a 3 millions d'individus, ben, on peut penser qu'il y a plus de précision dans l'estimation du pondérateur qui va être engagé dans le calcul du score polygénique que lorsqu'on a un GWAS de 10 000 ou 100 000. C'est simplement un raisonnement statistique de base. Ce qui est intéressant, c'est que ce score, il est propre à la personne. L'ADN dont je vous parle ici est elle est invariante à toute fin pratique, sauf pour les mutations, quelques mutations rares qui se produisent. Et présente aussi, et vous allez voir tout à l'heure, c'est un gros avantage, présente une distribution normale. Si vous additionnez plusieurs variants, plusieurs centaines de milliers de variants, vous allez obtenir une courbe normale. Genre de courbe normale qu'on n'observe jamais dans nos études, parce qu'on a toujours des scores biaisés. Donc, c'est intéressant la courbe normale parce que à une extrémité, si on parle d'un score, par exemple, qui prédit la diplomation, ben on a à une extrémité, on a les difficultés scolaires. Ben, évidemment, c'est des scores de vulnérabilité. Mais à l'autre extrémité, ben on a des scores positifs, c'est des scores de résilience. Ce sont des scores de résilience génétique, potentiellement. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que ces nouveaux scores polygéniques permettent de prédire des phénotypes complexes. On parle de niveau d'études, je vous en ai parlé, d'habileté cognitive générale, de TDAH, comportement externalisé. Donc, on a un outil de prédiction qui est puissant, qu'on peut importer et qu'on peut utiliser dans nos études pour essayer de comprendre comment les facteurs génétiques mesurés par ces PGS et les facteurs environnementaux interagissent dans le développement. Un certain nombre de ces GWAS ont été calculés. Il y en a sur la diplomation, Educational Attainment. Essentiellement, pourquoi? Ben, c'est dans une pléthore d'études partout dans le monde, on va toujours chercher l'information sur le niveau d'éducation. Fait qu'on a l'outcome, puis il suffit de génotyper assez de personnes avec cet indicateur
pour calculer, dans des grandes méta-analyses, la relation entre les marqueurs génétiques et le niveau d'éducation. Le QI, les habiletés cognitives, le TDAH et les problèmes externalisés. Alors, dans les deux cas ici, là, Educational Attainment, puis le comportement externalisé, on parle de GWAS qui, dans un cas, ont porté sur 3 millions d'individus, et dans l'autre cas, sur 1 million d'individus. Et c'est des scores, plus on augmente les pouvoirs statistiques, plus on a de précision dans la prédiction qu'on observe par la suite dans des échantillons indépendants. Alors, voici la publication. Alors, cet exercice est fait 4 fois au cours des 10 dernières années, par la même équipe, qui sont des économistes, par ailleurs, qui sont intéressés à cette question-là de la réussite éducative, parce que c'est du capital humain, si on veut. Et le raisonnement mathématique était simple. Il faut augmenter le nombre de personnes participantes, on va avoir beaucoup plus de précision, et on va être capable de prédire beaucoup mieux. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. Premier GWAS, 130 000, deuxième, 500, 600, troisième, 1 million, dernier, 3 millions, et on voit une augmentation linéaire de la capacité de prédiction. Alors, on est maintenant en mesure, avec ce score polygénique, de prédire entre 15 et 20 de la variance de la diplomation. 15 à 20 c'est énorme, c'est beaucoup, là. C'est pas 50 mais c'est 15 à 20 c'est quand même énorme. Pour vous donner une idée de la façon dont ça se traduit, ils ont appliqué, ils ont fait cette GWAS, ils ont aussi appliqué le résultat, le calcul du score polygénique résultant. Ils l'ont appliqué à 2 études américaines de grande envergure, AdHealth puis Health Retirement Study, je crois. Plusieurs centaines de milliers d'individus participent. Ils ont donc calculé la relation entre le PGS, exprimé en déciles, ce que vous avez en bas ici. Premier décile, le score bas, les 10 plus élevés, le 10% plus élevé. Et ont mesuré, finalement, la prévalence du fait d'avoir complété college, c'est-à-dire pré-universitaire. Puis on voit que cette variation, on passe de 10% pour ceux qui ont un faible score polygénique à environ 60%. C'est une probabilité, on s'entend, c'est pas parce que vous avez le score polygénique que... Mais la probabilité, c'est un score qu'on pourrait qualifier un score de résilience, là. Dans le fond, si vous avez ce score, vous êtes dans des conditions adverses, il est possible que vous en sortiez à cause d'un certain nombre d'habiletés. Évidemment, on peut s'interroger sur le contenu. Qu'est-ce que ça fait, ce score polygénique? C'est un ensemble de facteurs. Alors, ça reste à nous à identifier les pathways, les voies par lesquelles ce PGS opère. Il couvre très largement, comme vous allez le voir tout à l'heure. Alors, ici, vous avez les résultats pour le LDEC et les GNQ. On a voulu reproduire, évidemment, en quintile plutôt qu'en décile, parce qu'on n'a pas les mêmes quantités de sujets. Mais on voit très bien une relation quand même assez linéaire. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que dans les GNQ, en général, c'est toujours plus élevé parce qu'on a un échantillon plus urbain, plus sélectionné peut-être que dans l'LDEC, qui est un échantillon représentatif. Mais on voit très bien la linéarité de l'association. Puis aussi, là, ça c'était pour le secondaire, ça c'était le secondaire terminé. On voit très bien que pour ceux qui sont dans le 5e décile, quintile, presque tous ont complété le secondaire, ce qui n'est pas le cas dans le premier quintile. Puis pour le cégep, c'est comme un autre critère, si on veut. Cégep terminé ou pas, mais on voit aussi le même genre d'association. Donc, ce qu'on peut faire par la suite, évidemment, appliquer ça dans un contexte mieux documenté sur le plan des prédicteurs, mais aussi dans un modèle acheminatoire, si on veut, où on considère un ensemble de prédicteurs, notamment les habiletés cristallisées dont vous avez vu que tout à l'heure prédisaient très bien la réussite scolaire ultérieure. Voilà, vous avez ici la signification, le lien entre les habiletés cristallisées et le rendement scolaire, donc 64. On voit très bien que ça prédit très bien, mais ce qui est intéressant, c'est les prédicteurs. Vous avez le sexe et les usual suspects, là, les caractéristiques familiales qui sont typiquement associées à la réussite scolaire, revenu familial et l'éducation des parents. On voit très bien que certainement l'éducation des parents joue de façon
contributoires de façon importante pour prédire les habiletés cristallisées. Mais, indépendamment de ça, les PGS ajoutent à l'information. Et je dirais même que si on le faisait, en étapes, on verrait que l'éducation des parents, sa capacité de prédiction, elle est un peu grugée lorsqu'on introduit les PGS. Possiblement parce qu'une transmission intergénérationnelle du risque et de la résilience associée aux aspects génétiques. Donc, on voit très bien que quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a considéré deux PGS, un PGS cognitif, puis un PGS d'éducation, celui dont je vous ai parlé, mais PGS cognitif aussi, intéressant lorsqu'on l'utilise en conjonction avec l'autre, parce que dans le PGS d'éducation, il y a probablement plusieurs facteurs qui sont considérés, si on veut, par des facteurs génétiques ou associés à des facteurs génétiques. On peut penser certainement aux aspects cognitifs, mais les aspects motivationnels, les aspects de contrôle de l'attention sont des choses qui ont aussi une base génétique. Donc, probablement, quand on fait le PGS de diplomation, ben, on va chercher toute cette variance génétique-là. Quand on utilise plusieurs PGS, dont certains sont plus focalisés sur des aspects cognitifs, ben, on est peut-être plus en mesure d'interpréter la nature de l'association génétique. Donc, l'idée, c'est d'aller aussi vers une utilisation multiple des PGS. Une caractéristique de ces PGS, c'est qu'ils sont aussi extrêmement pléiotropiques. Un pléiotropique, ça veut dire que un gène ne code pas pour un élément spécifique. Il code pour un ensemble code pour la synthèse des protéines et il sera engagé par la suite dans la régulation d'un certain nombre de choses sur le plan du cerveau. Et donc, nécessairement, ne serait-ce que parce que certains gènes vont coder pour la migration neuronale pendant le premier trimestre de développement du cerveau, ben, on peut comprendre comment ces facteurs-là, qui sont prénataux, les gènes qui sont exprimés de façon prénatale, ben, ils vont avoir un effet pléiotropique très grand. Ils vont affecter plusieurs aspects du développement. Alors, on le voit très bien quand on fait ce grand, surtout quand on s'intéresse à un outcome aussi important, multidimensionnel que la diplomation ou la réussite scolaire, ben, on comprend très bien qu'on ratisse très large dans la prédiction. Puis vous le voyez ici dans les associations, l'association entre le PGS calculé et puis les autres caractéristiques que j'ai listées ici, l'anxiété, la dépression, mais surtout, si vous regardez vers le bas, l'hyperactivité, l'impulsivité, l'inattention, on comprend comment ça peut être engagé dans la réussite scolaire. Donc, on voit que la corrélation est négative, 0.24. Donc, le PGS, il y a probablement des éléments du PGS qui sont impliqués dans le fait qu'un individu va avoir des problèmes d'attention. Et donc, ça va se répercuter sur le plan scolaire. Fait qu'on a aussi cette possibilité de comprendre, si on a vraiment les bonnes mesures, de comprendre la nature contributoire de ces PGS. Et puis, également ici, score polygénique, on a mesuré le score polygénique. On avait un petit échantillon dans notre étude des jumeaux nouveau-nés. On a un petit échantillon de parents qui ont été génotypés. C'est un petit échantillon d'environ 300 pères, mères. Et ce qu'on a calculé, parce qu'on a pu calculer le score polygénique chez les parents, on a calculé l'association entre ce score polygénique et certaines caractéristiques familiales, c'est-à-dire certaines caractéristiques du parent. Donc, l'éducation de la mère, l'éducation du père, l'âge de la mère à la naissance, l'âge du père, les habiletés cognitives, il n'y a pas grand-chose qui est sorti à ce niveau-là, et le revenu. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ce qui sont considérés comme des facteurs de risque environnementaux, hein, l'éducation et, mettons, le revenu, ben, il y a une source d'influence génétique qui semble jouer aussi. La corrélation entre l'éducation de la mère, son score polygénique et son éducation, c'est 0.43. C'est quand même substantiel. Et cette corrélation, c'est une corrélation génétique. C'est le PGS chez la mère qui prédit son niveau d'éducation. Mais qu'est-ce que le niveau d'éducation de la mère et du père? C'est un environnement pour l'enfant. Donc, lorsqu'on considère l'environnement, l'éducation comme un environnement, c'est peut-être pas tout à fait net d'une transmission génétique particulière. Même chose pour le revenu. Dans une moindre mesure, le revenu familial est associé à la fois au PGS chez la mère, au PGS chez le père. C'est normal, c'est attendu, parce que si le PGS prédit le niveau d'éducation, ben, le niveau d'éducation, ça va affecter nécessairement le niveau de revenu. Il y a un lien
entre le niveau d'éducation et le revenu familial. Donc, on voit qu'il y a des associations qui surviennent et qui nous forcent à jeter un regard un petit peu différent sur la nature des variables qu'on considère lorsqu'on on établit des modèles prédictifs, qu'on va juger environnementaux, alors que dans le fond, c'est peut-être pas purement environnementaux, qu'on a peut-être besoin d'autres informations pour pouvoir mieux juger leur contribution. Bon, j'essaie de résumer ici, je conclue, j'ai 3 petites diapos pour terminer, là, pour faire un wrap-up. Donc, certains PGS, pourquoi c'est important? Ben, d'abord parce que les PGS ont des capacités de prédiction équivalentes à certains indicateurs non génétiques. Donc, il faut vraiment les prendre en compte, ne serait-ce que par leur capacité de prédiction. Et puis, lorsqu'ils sont combinés, ben, ça permet d'augmenter la prédiction. L'important aussi de cette dimension-là, c'est qu'on connaît exactement la constitution de l'ADN, on sait comment ça fonctionne dans le sens de la transmission. Donc, l'ADN d'une personne, elle est présente à sa naissance, elle va l'accompagner pour l'essentiel pendant le reste de sa vie. Donc, c'est une variable qu'on dirait instrumentale, utile, là, pour essayer d'établir les relations causales. Donc, présent à la conception, invariant à toute pratique tout au long de la vie, transmis d'une génération à l'autre, mais selon des règles connues. Hein? Père et mère transmettent 50% de leur gènes à l'enfant. 50%, c'est connu, donc on a un outil d'estimation qui est possible. Mais à l'intérieur de chaque famille, c'est aléatoire. C'est-à-dire que une fois, les enfants à l'intérieur d'une famille vont être apparentés génétiquement, hein, 50%, mais c'est aléatoire. Les gènes que vous recevez, comparativement à votre frère, votre sœur, c'est aléatoire. C'est totalement aléatoire. Donc, c'est aussi intéressant, lorsqu'on fait cette comparaison de frères et sœurs à l'intérieur des familles, c'est l'équivalent d'une sorte d'expérimentation naturelle. C'est aléatoire. Donc, c'est intéressant pour approcher les questions de recherche. Donc, le PGS est un outil idéal pour la recherche, pour cerner les effets de cause. C'est important parce que, on l'a vu tout à l'heure, une association entre un phénotype et un environnement familial, par exemple, les conduites parentales et les conduites antisociales de l'enfant, peut être confondue par une propension génétique. Ce qu'on pense être le rôle des conduites parentales pour venir influencer le développement de l'antisocialité chez l'enfant, c'est possible. Il y a des modèles tout à fait qui ont été testés, modèles de Jerry Patterson. Il y a une pléthore de modèles qui expliquent comment, sur le plan environnemental, les conduites parentales peuvent affecter le comportement de l'enfant. Mais en même temps, il y a un soubassement à ça. Il y a un facteur de risque. Il est possible que une partie de cette association soit expliquée par une transmission génétique aussi. Jamais perdre de vue. Même chose pour les associations entre les phénotypes. Donc, pourquoi tout ça c'est important? Qu'est-ce que ça nous permet? Qu'est-ce que ça nous apprend? C'est que l'environnement, en tout cas, les études de jumeaux nous montrent assez clairement que l'environnement a tendance à singulariser l'enfant dans la famille. Que les facteurs génétiques sont peut-être beaucoup plus importants dans la similitude intrafamiliale qu'on le percevait auparavant. Ce que les études de jumeaux, sauf des exceptions comme, on parlait de préparation scolaire, où là, la famille, l'environnement familial semble important, mais pour l'ensemble des phénotypes, mon regard sur la littérature, c'est que pour l'ensemble des phénotypes socio-affectifs, il y a beaucoup d'héritabilité, et donc, ce qui est transmis, ce qui fait que 2 enfants se ressemblent sur le plan social-affectif, c'est beaucoup par la transmission génétique. Ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir des cas particuliers d'interaction. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, que parce que nos échantillons sont plutôt normatifs, qu'on parle pas nécessairement pour les cas extrêmes. Tu sais, des cas des familles extrêmement carencées, oui, l'environnement va certainement avoir un impact, qui peut avoir un impact pour l'ensemble des enfants de cette famille-là. On les retrouve pas, ces enfants, dans nos familles, là, si on veut. Donc, c'est une des limites de nos études. Mais pour l'ensemble des ours, les facteurs génétiques semblent jouer beaucoup sur la similitude intrafamiliale. On a vu aussi, lorsque je vous ai parlé de l'exposition à la victimisation, que les facteurs génétiques peuvent rendre un enfant susceptible à une exposition différente à des environnements positifs ou négatifs. Donc, les gènes peuvent être impliqués, pas seulement sur le plan des phénotypes, mais aussi de leur impact sur l'environnement.
Donc, il y a différents types de corrélations gène-environnement. Je pense qu'Isabelle vous en a parlé la semaine passée, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais tout ça conduit à l'idée de mieux comprendre les cascades développementales qui impliquent un cheminement de vulnérabilité génétique à vulnérabilité environnementale, mais les deux n'étant pas totalement indépendantes. L'idée d'un fardeau de risque. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir une vulnérabilité génétique qui, cumulée avec une vulnérabilité environnementale, crée un fardeau de risque qui fait que certains individus vont avoir plus de difficultés à s'en sortir. Toutes ces choses-là doivent être comprises, mais on ne peut bien les comprendre que si on prend en compte les facteurs génétiques. Peut-être avec les nouveaux PGS. Et puis, la génétique nous montre aussi, la génétique moléculaire et l'état des connaissances actuelles, nous montre que on n'a pas de gène spécifique pour ces phénotypes complexes. C'est l'ensemble du génome qui est impliqué. Donc, c'est l'action minime de milliers de gènes qui explique les facteurs, les associations qu'on observe. Donc, tout ça concourt nous mène à l'idée que c'est pas une destinée. Lorsqu'on parle de facteurs génétiques, le péché dans lequel on peut tomber, c'est de dire, ah, c'est génétique, donc on peut rien faire. Non, pas du tout. C'est que c'est une vulnérabilité qu'on peut mesurer maintenant et qu'on a peut-être avantage. Je dirais une vulnérabilité, mais aussi une résilience. Parce que, je vous ramène à la distribution. Dans certains cas, du côté positif de la distribution, il y a aussi des éléments de résilience qui sont présents. Tout ça, évidemment, a une implication pour l'intervention. On veut une intervention tôt, précoce, possiblement pré-générationnelle, personnalisée, évidemment, et puis soutenue. Et puis aussi, ça peut éventuellement, quoi qu'on n'en est pas là, permettre l'identification d'enfants à risque. Qu'est-ce qu'on fait maintenant par la suite? Puis je vais arrêter là. Ben là, on suit les participants. Donc, évidemment, on veut terminer leur trajectoire scolaire. Je parle dans les cohortes. On va vouloir aussi examiner les transitions multiples de la période 20 à 30 ans. Entrer sur le marché du travail, union conjugale ou pas, avec qui et comment, quelles sont les affinités, sur quelle base d'affinités ça se crée, ces unions conjugales. L'appariement assortatif, qui est une chose qu'on peut documenter maintenant sur le plan phénotypique, mais aussi sur le plan génétique. On va peut-être voir qu'il y a des affinités qui s'observent sur la base de ces PGS qui se manifestent. Question de recherche. Et ce qu'on veut faire maintenant, on a un programme de recherche qui est en construction qui se bâtit sur ces deux cohortes-là. On veut faire le suivi des enfants. Donc, Amélie Petitclerc, ma collègue de Laval, a obtenu des subventions pour permettre le suivi de la nouvelle génération. En fait, d'abord le suivi des enfants, des participants de l'ELDEC et des jumeaux vers la parentalité. Donc, on sait qu'ils vont avoir des enfants dans les prochaines... Alors, on veut voir comment se prépare la parentalité et examiner les déterminants longitudinaux de cette préparation à la parentalité. Puis on veut éventuellement, c'est notre porte d'entrée, poursuivre la nouvelle génération. Donc la 3e génération. Ce qu'on veut faire aussi, c'est revoir les parents. On a déjà quelques parents mesurés, évalués dans les jumeaux. On veut revoir les jumeaux, les parents des jumeaux et les parents de l'ELDEC pour leur demander de cracher un petit peu pour savoir s'ils veulent être génotypés, pour comprendre la transmission intergénérationnelle, génétiquement informée, si on veut, sur 3 générations. Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire par la suite. Donc, je vous laisse avec cette image. J'avais des modèles plus complexes à vous présenter, mais je vais arrêter là, parce que j'ai parlé déjà longuement. Merci.